Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, partout dans le monde, de Rome à Saint-Pétersbourg, d'Alexandrie à Paris, se dressent ces étranges géants solitaires? D'énormes piliers de pierre, parfaitement polis, pointant vers le ciel, auxquels rien n'est attaché. Les historiens nous expliquent avec un sourire que ce ne sont que de simples monuments, des colonnes triomphales, un hommage aux empereurs, aux généraux et aux dieux oubliés. Mais permettez-moi de vous poser une question simple qui réduit à néant ce conte de fées académique et douillet. Pourquoi ériger une structure d'ingénierie extrêmement complexe, pesant des centaines de tonnes, qui ne remplit aucune fonction? On nous ment effrontément, et l'ampleur de ce mensonge est si vaste que l'homme ordinaire a simplement peur d'y croire. L'histoire officielle s'effondre dès qu'on y applique une règle et une calculatrice. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur l'un des secrets les plus dérangeants de notre civilisation. Nous parlerons des colonnes solitaires. Et croyez-moi, après cette vidéo, vous ne pourrez plus jamais regarder la colonne d'Alexandre ou la colonne de Pompée de la même manière. Vous y verrez non pas un monument, mais un dispositif technique, ou la ruine de quelque chose de si grandiose que notre esprit refuse de le concevoir. Commençons par les faits qui sont évidents, mais que nous avons l'habitude d'ignorer. Prenons par exemple le joyau de Saint-Pétersbourg, la colonne d'Alexandre. On nous dit qu'elle a été installée en 1834. L'architecte Auguste Montferrand aurait prétendument utilisé un système ingénieux d'échafaudage, de cordage et la force musculaire de milliers de soldats. Cela semble héroïque, n'est-ce pas? Maintenant, faisons appel à la logique et référons-nous aux chiffres bruts et à la résistance des matériaux. Le poids du fût de la colonne est de plus de 600 tonnes. C'est un monolithe. Un bloc de granit monolithique. Vous représentez-vous seulement ce que sont 600 tonnes? C'est le poids de 10 wagons de chemin de fer modernes chargés de charbon, ou de 3 énormes avions de passagers Boeing 747. Et on nous propose de croire que ce poids colossal a été déplacé sur des rouleaux en bois à l'aide de cordes de chanvre. Les ingénieurs et les constructeurs qui travaillent avec des équipements lourds modernes savent que le levage d'une charge pesant même 100 tonnes est une opération spéciale extrêmement complexe, nécessitant de l'hydraulique, des câbles d'acier et le calcul informatique des charges. Et ici, on nous montre des images de l'album de Montferrand où des petits bonhommes dessinés tirent joyeusement des cordages. Ce n'est pas une documentation technique. C'est une bande dessinée pour enfants naïfs. Si nous calculons le coefficient de frottement, la résistance à la rupture du chanvre et la force nécessaire, il s'avérera que pour soulever un tel monolithe, il aurait fallu un nombre de personnes qu'il est physiquement impossible de placer sur la place du palais. Ils se seraient simplement écrasés les uns les autres. Mais le plus intéressant n'est même pas le levage. Le plus intéressant est le traitement. Approchez-vous de près de n'importe laquelle de ces colonnes. Regardez la qualité du polissage. C'est un poli parfait. Le granit est l'un des matériaux les plus durs sur Terre. Pour obtenir une telle surface à la main, il faudrait des décennies de travail de milliers de tailleurs de pierre qui frotteraient la pierre avec du sable et de l'eau. Mais nous ne voyons pas simplement une pierre lisse. Nous voyons une forme géométrique idéale. C'est un cylindre ou un cône, avec un rayon impeccable. N'importe quel tourneur vous dira qu'un tel corps de révolution ne peut être créé que d'une seule manière, en faisant tourner la pièce. Vous m'entendez? En faisant tourner une pièce de 600 tonnes. Cela signifie que les bâtisseurs, quels qu'ils aient été, possédaient des tours de taille cyclopéenne. Pas un ciseau et un marteau, mais des machines industrielles, travaillant avec des outils en carbure et des vitesses de rotation énormes. Les traces de cet usinage sont visibles à l'œil nu, si l'on sait où regarder. Mais les historiens nous répètent obstinément que c'était de travail manuel des serfs. Ce mensonge devient encore plus évident si nous regardons la géographie. Des colonnes exactement similaires se dressent à Baalbek, en Égypte, à Rome. La colonne de Pompée, à Alexandrie,
est un autre monolithe de granit rouge pesant près de 300 tonnes. Et encore une fois, la même histoire. Pas un seul document, pas un seul plan de mécanisme réel, seulement des mythes et des légendes sur la façon dont des gens primitifs en sandales ont fait cela. La chronologie officielle sépare ces constructions de milliers d'années. On nous dit que les Romains ont construit une chose, les Égyptiens une autre, et que l'Empire russe a simplement imité l'Antiquité. Mais la signature technique est la même partout. C'est une norme unique, un GOST si vous voulez. Des proportions identiques, un matériau identique, des traces d'usinage identiques. Cela nous indique que ces objets ont été créés par la même civilisation, possédant une infrastructure et des technologies mondiales qui dépassaient nos capacités modernes. Pourquoi se dresse-t-elle seule? Pourquoi rien n'y est-il adossé? Pourquoi au sommet de ces colonnes se trouvent souvent des statues d'anges ou de saints, complètement disproportionnées et petites, qui ressemblent à des éléments étrangers? La réponse est évidente. Les statues ont été placées plus tard, beaucoup plus tard. Ceux qui sont venus sur les ruines de l'Ancien Monde ont trouvé ces piliers gigantesques et, ne comprenant pas leur véritable fonction, ont décidé de les utiliser comme socle pour leurs nouvelles idoles. C'est un culte du cargo à l'état pur. Nous, tels des sauvages, avons trouvé les vestiges d'une civilisation de haute technologie et les avons adaptés à nos besoins primitifs, en les déclarant monuments de victoire. Mais si l'on retire ces statues, que verrons-nous? Nous verrons des fûts parfaitement lisses et polis, s'élevant vers le ciel. Certains chercheurs soulignent que de nombreuses colonnes sont creuses à l'intérieur ou possèdent des tiges métalliques traversant toute la structure. Par exemple, la colonne Trajane à Rome. À l'intérieur se trouve un escalier en colimaçon, taillé dans la pierre. Imaginez seulement la complexité d'un tel travail. Tailler une spirale parfaite à l'intérieur de blocs de marbre. Les assembler avec une précision au dixième de millimètre. C'est un niveau de précision aujourd'hui accessible uniquement aux machines à commande numérique. Pourquoi de telles complexités pour un monument? Pourquoi le rendre fonctionnel de l'intérieur si de l'extérieur ce n'est qu'une décoration? Nous sommes au seuil d'une terrible découverte. Ces colonnes n'ont jamais été des monuments. Elles faisaient partie d'un gigantesque réseau technique couvrant toute la planète. Peut-être étaient-elles des supports pour quelque chose qui a été détruit, ou bien elles étaient elles-mêmes des dispositifs, des générateurs, des transmetteurs, des condensateurs atmosphériques. Nous avons l'habitude de penser que l'électricité a été découverte au XIXe siècle. Mais que se passerait-il si nous avions simplement redécouvert ce qui était accessible à l'humanité il y a des milliers d'années? Et si ces colosses de granit étaient les vestiges d'un système énergétique unifié du passé que nous appelons stupidement temples et monuments? Examinez la composition du granit. C'est du quartz cristallin, possédant un effet piézoélectrique. Lorsqu'il est comprimé, il génère une charge électrique. 600 tonnes de granit créent une pression interne colossale. Ce n'est pas une simple pierre, c'est une énorme batterie, placée sur des points géodésiques strictement définis de la Terre. La science officielle craint ces questions comme la peste, car si l'on admet que la colonne d'Alexandre ne peut être fabriquée à la main, il faudra réécrire toute l'histoire du XIXe siècle. Il faudra admettre qu'il n'existait pas de Russie arriérée et paysanne, mais un territoire doté de technologies de pointe qui ont ensuite subitement disparu. Où sont passées ces machines? Où sont passés les maîtres? Pourquoi y a-t-il eu une rupture dans la chaîne technologique? La réponse à cette question réside dans les effondrements démographiques et les incohérences étranges dans les recensements de population, dont nous parlerons un peu plus tard. Mais pour l'instant, gravez ce fait dans votre esprit. Les colonnes solitaires sont des marqueurs de mensonges. Ce sont des preuves matérielles de l'existence d'une autre histoire, qui nous a été
méticuleusement effacés. Et plus nous creuserons, plus le tableau deviendra effrayant. Nous commençons tout juste à démanteler ce fondement de mensonges. Et croyez-moi, sous celui-ci se cachent les ruines de notre véritable passé. Approfondissons les détails techniques qui feraient dresser les cheveux sur la tête de tout ingénieur spécialisé. Si nous laissons de côté les contes des guides touristiques et ouvrons les manuels de résistance des matériaux et de logistique, alors la version officielle de la construction des colonnes de la cathédrale Saint-Isaac ou de la colonne d'Alexandre elle-même s'effondrera en poussière. On nous dit que le granit était extrait des carrières de Puterlax, taillé à la main, chargé sur des barges en bois et transporté à Saint-Pétersbourg. Cela ressemble à un plan. Mais calculons. Le poids d'une colonne de la cathédrale Saint-Isaac est de 114 tonnes. Il y en a 112 au total. Comprenez-vous l'ampleur de l'opération logistique? Au début du XIXe siècle, il n'existait ni chemin de fer capable de supporter une telle charge, ni routes asphaltées. Les routes de l'époque étaient des chemins de terre battus qui se transformaient en boue impraticable après la première pluie. Essayez de transporter une charge de 100 tonnes sur une charrette sur de l'argile mouillée. Les roues s'enfonceraient instantanément dans le sol jusqu'aux essieux. On ne peut pas tromper la physique. La pression sur le sol d'une telle charge est colossale. Pour déplacer de telles masses, il faudrait une voie spécialement préparée avec une fondation en béton, ce qui, à l'époque, selon l'histoire officielle, n'existait tout simplement pas. Et maintenant, regardez la structure même de la pierre. La science officielle affirme que toutes ces colonnes sont taillées dans un massif naturel. Mais des chercheurs alternatifs, réalisant des macrophotographies de la surface, trouvent d'étranges anomalies. Des inclusions qui ressemblent à des bulles d'air figées dans la masse. Une structure stratifiée, rappelant le coulage du béton par portions. De plus en plus de faits indiquent que nous n'avons pas affaire à du granit naturel, mais à un béton géopolymère de haute qualité. Une technologie de pierre artificielle qui était connue des anciens et que nous commençons seulement à redécouvrir aujourd'hui. Cela explique tout, la forme idéale, l'absence de traces de ciseaux et la possibilité de créer des monolithes gigantesques. Ils n'ont pas été traînés de très loin, elles étaient coulées directement sur place, dans des coffrages, comme nous coulons aujourd'hui des gratte-ciel monolithiques. Mais admettre cela, c'est reconnaître que la chimie et la science des matériaux dans le passé étaient au même niveau, voire supérieures à celles d'aujourd'hui. Qui a donné ces formules aux architectes du XIXe siècle? Ou, ce qui est plus probable, ces colonnes étaient déjà là depuis des siècles, et Montferrand et son équipe ne faisaient que les restaurer et les déblayer. Prêtez attention aux gravures de l'époque, par exemple, les œuvres de Piranèse. Les historiens le qualifient de fantasque, d'artistes visionnaires qui dessinaient des ruines imaginaires. Mais pourquoi ces fantaisies sont-elles si photographiquement précises? Sur ces gravures, nous voyons des structures gigantesques, envahies par les arbres, enfouies sous la terre, au milieu desquelles errent de petits personnages en haillons. Ces gens ne sont clairement pas des bâtisseurs. Ce sont des habitants des ruines. Ils allument des feux au pied de colonnes cyclopéennes, utilisant les débris d'une architecture majestueuse comme mobilier. C'est une image de post-apocalypse, une image d'un monde ayant survécu à une catastrophe mondiale. Et ces colonnes solitaires, dispersées à travers le monde, sont l'ossature de ce monde disparu. Le squelette d'un bâtiment gigantesque à l'échelle planétaire, dont les murs ont été balayés par un cataclysme. Transportons-nous à Baalbek, sur le territoire du Liban moderne. Là-bas, à la base du temple de Jupiter, se trouvent les célèbres trilithons, des blocs de pierre pesant 800, voire 1000 tonnes chacun. L'histoire officielle les attribue aux Romains. Aux Romains. Ces mêmes gens dont le summum de la technique de levage était une grue en bois à poulies et moufles, capable de soulever au maximum 5 à 6 tonnes. Ressentez-vous ce fossé monstrueux entre la réalité et ce qui est écrit dans les manuels scolaires?
Pour soulever 1000 tonnes, il faut aujourd'hui des grues libères jumelées sur chenilles, chacune de la taille d'une maison. Et on nous dit que les Romains l'ont fait avec des cordes et des blocs. Ce n'est même pas drôle. C'est une insulte à notre intelligence. De plus, la carrière se trouve en contrebas du niveau du temple. C'est-à-dire que ces pierres n'avaient pas seulement besoin d'être traînées, elles devaient être traînées en montée. Quel coefficient de frottement, quelle force de traction. Si vous essayez de calculer le nombre de personnes nécessaires pour déplacer une telle pierre, vous obtiendrez une foule qui s'étendra sur des kilomètres. Il est impossible de commander une telle foule, impossible de synchroniser les efforts. Et c'est là que nous abordons la question principale. Pourquoi une telle gigantomanie? Pourquoi n'était-il pas possible de construire avec des briques ou de petits blocs, comme le font les gens normaux? Pourquoi se créer des difficultés d'ingénierie insupportables? La réponse est simple et terrifiante. Pour ceux qui ont construit cela, ce n'était pas difficile, c'était la norme. Pour eux, travailler avec un poids de 1000 tonnes était aussi routinier que la pose de blocs de béton cellulaire pour nous. Cela signifie que la gravité n'était pas un problème pour eux. Soit ils possédaient des machines d'une puissance incroyable, soit des technologies de contrôle du poids, d'antigravité, de lévitation sonore, appelez cela comme vous voulez. Mais ce n'était pas nous. Et ce n'étaient pas les Romains avec leurs sandales. Et maintenant, regardez comment ces objets sont utilisés. À ces colonnes gigantesques à Baalbek, en Égypte, à Rome, sont souvent adossés des murs primitifs de pierre brute, non travaillés, ou d'argile. C'est là le véritable travail de ces civilisations que nous connaissons des manuels scolaires. Ils arrivaient sur place, s'installaient dans les ruines, modelaient leurs cabanes entre les grands piliers du passé. C'est précisément pourquoi les colonnes se dressent solitaires. Tout ce qui avait été construit autour d'elles par cette grande civilisation a été détruit. Il ne reste que les éléments les plus solides, les plus fondamentaux, les supports porteurs. Nous vivons dans un monde de réutilisation. Nous sommes une civilisation de pilleurs qui s'est approprié les réalisations des dieux et les a appelées son histoire. Pourquoi donc les scientifiques se taisent-ils? Pourquoi quiconque ose mentionner le béton géopolymère ou l'impossibilité du traitement manuel du granit est-il immédiatement qualifié de pseudo-scientifique? Parce que ce n'est pas seulement la datation de la construction de tel ou tel temple qui est en jeu. C'est la légitimité du pouvoir moderne et de tout le système de connaissances qui est en jeu. Si l'on admet qu'avant nous a existé une civilisation plus développée qui a péri du jour au lendemain, la question se pose, qu'est-ce qui l'a tué? Et cela peut-il se reproduire? Et le plus important, qui dirige le monde actuellement en nous cachant la vérité sur notre origine? Peut-être ne sommes-nous pas le sommet de l'évolution, comme Darwin nous l'a inculqué, mais des descendants dégénérés de survivants? Ou pire encore, une nouvelle population, artificiellement implantée sur un territoire nettoyé? Jetez un œil aux cartes du XVIIIe siècle. Il y a des villes qui n'existent plus. Il y a des rivières qui coulent dans une autre direction. La géographie du passé diffère de celle d'aujourd'hui. Cela indique que le relief de la planète a changé très récemment. Et les colonnes solitaires sont des repères géodésiques, des balises qui ont résisté à ce chaos de remodelage du monde. Maintenant, penchons-nous sur la preuve la plus terrifiante, qui ne se trouve pas dans le domaine de la géologie ou de la résistance des matériaux, mais dans les statistiques brutes et la démographie. Ce sont les chiffres que les historiens détestent le plus. On nous peint des tableaux de grands empires du XIXe siècle, de construction effrénée et d'épanouissement des arts. Mais si nous ouvrons les rapports démographiques réels de l'époque, nous y verrons le vide, une impossibilité mathématique. Prenons Saint-Pétersbourg ou Paris au milieu du XIXe siècle. On nous dit que ces villes ont été construites par des centaines de milliers d'ouvriers. Mais la population de ces années ne correspond tout simplement pas à l'ampleur des constructions annoncées.
Pour construire un ouvrage de la taille de la cathédrale Saint-Isaac ou du Capitole à Washington avec les technologies de l'époque, il faudrait l'économie d'une superpuissance et une armée d'artisans qualifiés qu'il faudrait nourrir, vêtir et former pendant des décennies. Et on nous montre un monde où 90% de la population sont des paysans analphabètes, survivant par une économie de subsistance. D'où venaient les ressources? C'est un paradoxe économique. Imaginez un pays du tiers-monde moderne, sans route ni électricité, qui se met soudainement à construire un cosmodrome du niveau de Cap Canaveral, en utilisant seulement des houes et des brouettes. C'est absurde. Mais c'est précisément à cet absurde qu'on nous oblige à croire. Et c'est là que nous abordons le phénomène que les chercheurs alternatifs appellent l'effet des villes vides. Regardez les premiers daguerréotypes et photographies des années 1850 et 1860. Paris, Moscou, Saint-Pétersbourg, Rome. D'énormes avenues, des bâtiments majestueux et pas une âme. Des villes fantômes. De rares figures solitaires qui semblent perdues au milieu de décors cyclopéens. Les historiens se justifient. C'est une longue exposition. Les gens se sont simplement estompés et ont disparu. Mais l'eau des rivières sur ces photos est nette. Les ombres des arbres sont nettes. Et les foules, qui devraient grouiller dans les capitales des empires, se sont-elles volatilisées sans laisser de traces? Non, mes amis, ce n'est pas une question d'exposition. C'est la fixation du moment de la colonisation. Nous voyons le monde juste après un redémarrage. Ceux qui ont survécu, ou ceux qui ont été amenés ici, entrent dans des villes vides, laissées par les géants. Et c'est là que les colonnes solitaires prennent tout leur sens. Ce ne sont pas des monuments. Ce sont des fragments d'infrastructures qui ont survécu, qui se sont avérés trop solides pour être balayés par la catastrophe que nous appelons le déluge de boue ou mud flood. Regardez les bases de ces colonnes. Très souvent, les fouilles archéologiques montrent que ce que nous considérons comme le niveau du sol est en fait un dépôt de plusieurs mètres d'épaisseur. Les colonnes s'enfoncent profondément. Elles n'ont pas de fondation au sens habituel. Elles sont simplement recouvertes de terre, d'argile et de sable. Le forum romain a été déterré sous une couche de terre de plusieurs mètres. Le musée polytechnique à Moscou, des bâtiments à Kazan et Omsk, partout nous voyons des étages enterrés. Des fenêtres et des portes qui s'enfoncent sous terre. On essaie de nous convaincre que c'est ainsi qu'ils construisaient, que c'est une couche culturelle. Sérieusement? Une couche culturelle, c'est quand vous jetez des ordures par terre et que vous ne les nettoyez pas pendant 1000 ans. Mais ici, il s'agit d'étages entiers, ensevelis sous la boue. Ce sont les traces d'une coulée de boue à l'échelle planétaire. Une vague qui a traversé les continents, transportant des tonnes de terre, détruisant les constructions fragiles, mais n'a pas pu renverser ces fûts de granit. Les colonnes solitaires sont des arbres dans une forêt de pierres qui a survécu à un tsunami. Tout le reste a été emporté. Et les nouveaux maîtres de la vie, arrivés sur les ruines, ont simplement déblayé les zones autour, les ont appelées places et ont inventé de belles légendes sur la construction. Et regardez l'ergonomie. C'est peut-être le point le plus gênant pour la version officielle. La hauteur des marches dans les temples anciens, la taille des encadrements de portes, les poignées des portes des anciennes cathédrales, inaccessibles à une personne de taille normale. Ces bâtiments, dont nos colonnes solitaires faisaient autrefois partie, n'ont pas été construits pour nous. Ils ont été construits pour des êtres mesurant 3 à 4 mètres. Nous, dans ce décor, ressemblons à des enfants qui ont mis les chaussures de leur père. Nous sommes des Lilliputiens, au pays des géants. Toutes ces arches gigantesques, ces plafonds vertigineux, ces immenses fenêtres, ce n'est pas de la grandiloquence architecturale. C'est une nécessité fonctionnelle pour ceux qui y vivaient. Mais où sont-ils passés? Pourquoi ne sommes-nous que nous? Ici, nous entrons sur le territoire de la supposition la plus sombre. Peut-être que l'histoire de l'humanité est une histoire de sélection artificielle.
Rappelez-vous le grand nombre d'orphelinats et de maisons d'éducation au XIXe siècle. Des enfants apparaissaient par milliers, sans parents, sans passé. On les éduquait à partir de zéro. On leur donnait de nouveaux noms de famille. On leur enseignait une nouvelle histoire inventée. Nous, en tant que population, aurions pu être restaurés à partir d'une éprouvette ou d'un incubateur après la destruction de la civilisation précédente. Nous sommes la deuxième équipe sur cette planète et on nous a donné une version simplifiée de la réalité afin que nous ne posions pas de questions inutiles. Les colonnes solitaires se dressent comme les témoins muets de ce crime. Rien n'y est attaché, car tous les planchers, toits et murs ont été détruits. Nous ne voyons que le squelette. Imaginez un gratte-ciel moderne dont tout le revêtement, les vitres et les cloisons auraient été arrachés, ne laissant que les piliers porteurs en béton. Dans 1000 ans, des sauvages trouveront ces piliers et les vénéreront comme des symboles phalliques des dieux. C'est exactement ce que nous faisons aujourd'hui. Nous nous promenons autour d'installations techniques. Nous les appelons le pilier d'Alexandrie ou la colonne Trajane. Et nous ne nous doutons même pas que nous nous tenons au milieu d'une gigantesque centrale électrique ou usine détruite. Cette pensée est effrayante. Elle nous fait nous sentir comme un grain de sable, trompé et abandonné. Mais elle donne aussi la clé de la compréhension. Si nous admettons le fait de la catastrophe, le fait du remplacement de la population et des technologies, alors toutes les incohérences de l'histoire disparaissent instantanément. Il devient clair pourquoi nous ne pouvons pas reproduire la maçonnerie polygonale. Pourquoi nous avons désappris à fabriquer une telle brique. Pourquoi nous ne pouvons pas couler un tel vase en granit. Nous n'avons pas désappris. Nous n'avons même jamais su le faire. Ceux qui l'ont fait, ceux qui étaient avant nous, et dont l'héritage nous exploitons si maladroitement aujourd'hui. Mais le plus intéressant, c'est que les technologies du passé n'ont pas disparu sans laisser de traces. Elles sont cryptées dans l'architecture même. Si vous prenez une carte du monde et y marquez les points où se dressent ces grandioses colonnes solitaires, puis que vous les reliez par des lignes, un frisson vous parcourra le dos. Ce n'est pas un agencement chaotique de monuments, c'est un réseau géométrique parfaitement calibré. Les lignes traversent les continents et les océans, formant des triangles et des polygones réguliers. Les ingénieurs en télécommunications, en regardant ce schéma, y reconnaîtront instantanément la topologie d'un réseau cellulaire ou un système de distribution de signal. Ces aiguilles de pierre sont plantées dans le corps de la planète à des points nodaux strictement définis. C'est l'acupuncture de la Terre. C'est le système nerveux d'un organisme gigantesque qui pulsait autrefois d'énergie et qui est maintenant mort. Nous sommes arrivés à la partie la plus dangereuse de notre enquête. À la réponse à la question « Que faisaient exactement ces colonnes ?» Pensez à Nikola Tesla, le génie qui affirmait que l'énergie pouvait être transmise sans fil sur n'importe quelle distance. Il construisait ces tours de Wardenclyffe qui ressemblaient étrangement, par leur principe de fonctionnement, à nos monolithes de granit. Tesla n'inventait rien de nouveau. Il tentait simplement de réanimer une technologie oubliée du passé. La technologie d'extraction de l'électricité atmosphérique. Le granit, saturé de quartz, sous la pression de son propre poids colossal, devient un générateur piézoélectrique. Les sommets métalliques, que nous prenons aujourd'hui pour des croix ou des statues d'anges, étaient à l'origine des récepteurs ou des émetteurs. C'étaient des résonateurs. La planète entière était recouverte d'un dôme d'énergie gratuite, propre et illimitée. Imaginez un monde où il n'est pas nécessaire de brûler du pétrole et du charbon, où la lumière et la chaleur sont disponibles en tout point du globe, simplement de droit de naissance, où les appareils volants, ces mêmes Vimana des textes anciens, planaient dans le ciel, propulsés par le champ électromagnétique généré par ces colonnes. C'était l'âge d'or, c'était le paradis qui nous a été enlevé. Pourquoi ? Parce qu'il est impossible de diriger des gens libres. Si vous avez de la chaleur, de la lumière et la possibilité de vous déplacer, vous êtes indépendant. Vous n'êtes pas un esclave du système.
Pour faire de nous un troupeau obéissant, il fallait d'abord couper le courant, détruire les tours, retirer les résonateurs. Et ensuite, lorsque la mémoire des générations s'est effacée, nous donner des compteurs d'électricité et nous rendre dépendants du pétrole. Nous payons de l'argent pour ce que nos ancêtres prenaient dans l'air. C'est la plus grande escroquerie de l'histoire de la création. Mais la désactivation de ce système n'est pas passée inaperçue. Il existe une théorie qui fait froid dans le dos. Et si la catastrophe mondiale, ce déluge de boue et ces villes ensevelies était le résultat d'une surcharge de ce système énergétique? Peut-être y a-t-il eu un conflit, une guerre des dieux. Quelqu'un a décidé d'utiliser ce réseau comme une arme d'une force destructrice incroyable. Rappelez-vous les étranges grands incendies du 19e siècle. Chicago, Boston, Moscou. Des villes ont été réduites en cendres, et le feu a fait fondre la brique et la pierre, les transformant en verre. Un incendie ordinaire ne produit pas une telle température. Ce sont les traces d'un impact plasmatique, des coups d'énergie dirigés. Les colonnes ont résisté parce qu'elles faisaient partie de la chaîne. Elles étaient mises à la terre. Et tout ce qui se trouvait à proximité a été réduit en poussière et en cendres. Cette poussière est ensuite tombée avec la pluie, recouvrant la planète d'une couche de boue de plusieurs mètres. Et nous, les survivants ou les nouveaux créés, nous nous traînons dans cette boue, déterrons les premiers étages des palais et nous demandons comment nos ancêtres ont construit de si belles caves avec des fenêtres. Nous vivons sur le cimetière d'une grande civilisation, utilisant ces pierres tombales comme attraction touristique. Nous regardons la colonne d'Alexandre et ne voyons pas que c'est une bobine d'induction hors tension. Nous sommes un culte du cargo, priant un avion cassé qui ne volera plus jamais. La prise de conscience de ce fait provoque de la colère. Nous n'avons pas seulement été trompés, nous avons été réduits au niveau du bétail. Regardez l'architecture des ruches humaines modernes, des boîtes en béton dans lesquelles nous vivons, et comparez-les aux palais antiques avec des plafonds de 5 mètres. Sentez-vous la différence dans la considération de l'être humain? Alors l'homme était un créateur, égal aux dieux. Maintenant, l'homme est une unité économique, une batterie, une ressource. Ceux qui ont pris le pouvoir après la catastrophe ont réécrit l'histoire, inventé la chronologie de Scaliger, allongé les siècles, divisé le monde unifié en États hostiles, afin que nous ne puissions jamais nous unir et restaurer ce qui a été perdu. Diviser pour régner. Ce principe fonctionne impeccablement depuis des centaines d'années, et les colonnes solitaires se dressent comme un reproche silencieux. Elles sont la seule chose que les usurpateurs n'ont pas pu détruire ou cacher. Elles sont trop énormes, trop visibles. C'est pourquoi ils ont décidé de les cacher à la vue de tous, de les appeler monuments, d'inventer des légendes sur Montferrand et les empereurs romains, de cacher la technologie derrière la façade de l'art. C'est un coup de génie. Si tu veux cacher quelque chose, mets-le bien en vue. Nous passons devant, prenons des selfies, et ne nous doutons même pas que nous touchons le corps d'un réacteur ou l'antenne d'une communication intercontinentale. Et ici, une autre pensée effrayante surgit. Et si elles n'étaient pas complètement éteintes? Et si elles étaient simplement en mode veille? Et si ces fûts de granit continuaient d'émettre certaines fréquences qui affectent notre conscience? Suppriment la volonté? Réduisent les capacités cognitives? Nous poussent à être des consommateurs passifs? Les vibrations du granit, la géométrie des formes, tout cela est un impact psychotronique. Nous vivons à l'intérieur d'une machine géante qui, peut-être, nous maintient dans cet état de demi-sommeil, nous empêchant de nous réveiller et de réaliser la réalité. Nous sommes des prisonniers sans barreaux, et ces belles colonnes sont les barreaux de notre cage mentale. Mais toute connaissance est le premier pas vers la libération. Dès que vous commencez à voir un dispositif technique dans une colonne, le charme se dissipe. La matrice bug.
Vous cessez d'être un élément docile du système et devenez un chercheur. Vous commencez à poser des questions. Et les questions sont l'arme la plus dangereuse contre le mensonge.